cherche encore, la science avance, le temps s'écoule, la science éclaire, chaque modèle devient plus clair. Dalton voyait des billes solides. Bonjour, dernière vidéo en lien avec les notions de techno pour cette année. On va parler des mécanismes de transformation du mouvement. Donc les systèmes de transformation du mouvement, mais comme ça le dit, le mouvement ne sera pas le même entre l'organe moteur et l'organe récepteur. Donc, il y aura une modification. Je vous ai déjà écrit le premier exemple de transformation, donc de rotation à translation. Puis, l'autre, ce sera l'inverse, de translation à rotation. On ne parle pas de mouvements hélicoïdaux dans les mécanismes de transmission-transformation du mouvement. On reste de rotation à rotation, de translation à translation, ou de rotation à translation si c'est de la transformation du mouvement. Dans les deux cas, il peut y avoir des organes intermédiaires qui viennent faire le lien entre l'organe moteur et l'organe récepteur. Ça ne change pas. On va y aller, on va voir, il y a à peu près encore 5-6 mécanismes. Donc, on va y aller avec le premier qui est la vis et l'écrou. C'est qu'on va tourner la pièce qui est la vis et la partie qui est l'écrou va se déplacer en translation. Donc, ça, c'est l'exemple qui est relié au dessin qui est là. Mais on va voir que des fois, c'est pas toujours le même type de vis et écrou. Il en existe 4. On les a vus rapidement quand on a parlé des guidages. J'ai parlé des 4 types. Ça, vous les avez dans vos notes de cours. Puis on va les revoir à la fin, quand j'ai mon schéma résumé avec tous les mécanismes de transformation du mouvement plutôt. Vous aurez les dessins des différents types de vis et écrous. Donc, on y va. Est-ce que c'est réversible ou pas? Vis et écrou, c'est un système qui est irréversible. Donc, si je prends ma vis, j'y fais faire une rotation, il y aura la translation de l'écrou. Mais si j'essaie de faire la translation, la vis ne se mettra pas à tourner. Donc, ça va bloquer. Donc, je ne peux pas échanger mon organe moteur. Ça ne fonctionne pas. Ce système-là, c'est un exemple dans la vie de tous les jours, ce serait un étau. Donc, un étau, ça sert à serrer. Donc, on va venir coincer, par exemple, 2 morceaux de bois ou 2 morceaux de n'importe quoi. On vient tourner et l'étau va se resserrer pour venir coincer la pièce. Donc, ça, c'est un exemple de transformation du mouvement, de rotation à translation. Un autre exemple de ça, les crics à voiture ou les jacks, pour monter, changer les pneus d'une voiture. Donc, pas ceux qui sont hydrauliques, mais ceux qu'on doit cranker. On doit venir actionner une manivelle qui va faire monter le cric, puis ça va permettre de soulever la voiture. Donc, je vais écrire cric à voiture. Donc, ça, c'est le premier système de transformation du mouvement. Le deuxième, c'est celui de bielle-manivelle. Donc, vous avez l'image. On a déjà dit que la manivelle, dans la vidéo précédente, on avait vu le mécanisme de manivelle-bielle-manivelle. Maintenant, on a juste manivelle-bielle. Donc, la manivelle, c'est la roue. On peut peut-être venir se le mettre en dessous ici. Donc, c'est la roue. Et la bielle, c'est la tige. Donc, si on regarde bien l'exemple qui est ici, donc on va venir faire une rotation à la manivelle. Et la bielle, comme elle est attachée, il y a une liaison qui est ici, est attachée à une coulisse. Donc, la coulisse, elle va faire des allers-retours. Donc, elle va faire un mouvement de translation. Donc, ça y prend un guidage. C'est pour ça qu'il y a les deux petites barres qui sont parallèles. Donc, ça sert de guidage. Ça permet le guidage en translation. Donc, est-ce que c'est un système qui est réversible ou irréversible? C'est un système qui est réversible. Et là, je vais l'expliquer parce qu'il faut bien le comprendre. Je peux faire une rotation complète à ma manivelle dans le sens horaire ou anti-horaire, ça ne dérange pas. Okay? Et en faisant la rotation complète, ce qui va se passer, c'est que la bielle qui est reliée à la coulisse, ça va faire un aller-retour de gauche à droite. Donc ça, je pense que tout le monde le comprend. C'est réversible. Ça veut dire que je pourrais prendre la partie de la bielle qui est dans la coulisse, ou la coulisse, et je peux lui faire une translation. Sauf que je n'arriverai pas à faire une rotation complète à la manivelle. Elle va faire une rotation partielle. Elle va faire comme elle va bloquer un moment donné, puis on va être capable de tirer, repousser. Donc, ça ne fera pas une rotation complète, mais on peut renverser le mouvement. Donc, c'est réversible. Là, après ça, on va définir ce que c'est qu'une manivelle puis ce que c'est qu'une bielle. Donc, une manivelle,
est une pièce qui fait une rotation complète ou partielle. Une bielle est une pièce qui ressemble à une tige dotée de 2 articulations. Donc, les articulations, qu'est-ce que c'est? C'est les petits points que j'ai fait en bleu. J'en ai fait un sur la manivelle, puis il y en a une dans la coulisse. Donc, ça, c'est mobile. Ça, c'est des liaisons qui sont partielles, qui vont permettre le mouvement. Donc, à leur extrémité, aux extrémités de la bielle, il y a des articulations. Ensuite, on va parler de la coulisse pour parler de l'exemple qui est illustré à côté. Donc, la coulisse est une pièce qui sert de guidage, donc qui va permettre la translation de la bielle à l'intérieur. Donc, des exemples de ça dans la vie de tous les jours, on peut parler d'un piston de voiture, donc ce qui va envoyer l'essence en fait, pour faire avancer, il y a une combustion qui se passe, et là, le piston va pousser, puis ça va créer la force pour mettre le moteur en marche, pour faire tourner la poulie et les courroies pour transmettre le mouvement aux roues. Donc, on peut parler de piston de voiture. On peut aussi voir ce genre de mécanisme-là dans les respirateurs médicaux. Si vous avez déjà écouté un film ou une série où on voit quelqu'un qui est sur un respirateur, vous avez peut-être déjà vu, mais c'est sur le principe d'un piston. Donc, il y a comme quelque chose qui va monter puis qui va pousser. Puis ça va permettre d'envoyer de l'air pour que la personne puisse respirer. Donc, les respirateurs fonctionnent sous ce principe-là de manivelle et bielle. Respirateur médical. Pignon et crémaillère maintenant. Donc, pignon, par définition, c'est une petite roue dentée. Et une crémaillère, c'est une roue dentée qu'on a comme coupée puis qu'on a étirée pour la mettre droite. Donc, pour que les dents soient alignées les unes à côté des autres et pas qu'ils fassent un rond. Donc, c'est un système qui est réversible. Donc, je peux prendre mon pignon, lui faire un tour, que ce soit dans le sens horaire ou anti-horaire, ça ne dérange pas, et ma crémaillère va se mettre à se déplacer de gauche à droite. Je peux prendre ma crémaillère, la faire déplacer de gauche à droite, et mon pignon va se mettre à tourner. Donc, je peux changer l'organe moteur avec l'organe récepteur, et le mouvement va quand même se faire. Une crémaillère est une roue dentée qui est droite, comme j'ai dit tantôt. Un pignon est une petite roue dentée. Donc, si j'ai un mécanisme, par exemple, d'engrenage, donc j'ai plein de roues dentées qui sont les unes à la suite des autres, la plus petite roue dentée sera le pignon dans ce mécanisme-là. Dans le cas où j'ai seulement qu'une roue dentée et une crémaillère, je ne l'appellerai pas roue dentée et crémaillère, je vais l'appeler pignon et crémaillère. Donc, il faut utiliser ces termes-là. Donc, des exemples de ça, dans la direction d'une voiture, c'est quand on va tourner le volant, ça c'est le pignon, puis au bout du volant, c'est ça, il y a le petit pignon, il y a la petite roue dentée, et il y a une crémaillère. La crémaillère va permettre de faire tourner les roues, envoyer les roues de gauche à droite, donc faire une translation aux roues. Ça, quand ça brise, ça coûte cher à modifier, là, parce que ça prend un ajustement assez, pas à modifier, mais à réparer, parce que ça prend un ajustement assez précis là, pour que la direction de la voiture soit correcte. Donc, premier exemple, direction d'une voiture. Et mon autre exemple, il commence à être un petit peu vieux, il commence à dater, mais les rétroprojecteurs qu'on avait dans le temps, qui permettaient de projeter des acétates sur une toile, il y avait une petite roulette à côté de ça, donc on tournait la roulette qui était le pignon, et ça pouvait faire monter et descendre la tête du projecteur pour pouvoir ajuster l'image sur la toile. Donc, on passait de rotation à translation, transformation du mouvement. Donc, ajustement du rétroprojecteur. Donc, on achève, il nous reste un mécanisme à voir, puis après ça, on va aller dans le tableau résumé. Donc, il nous reste cette page-là qui présente le dernier mécanisme qui est cam et tige guidée, ou cam et tige poussoir, c'est la même chose, c'est pour ça que je l'ai mis en parenthèse, et cam et galet. Donc, c'est la même chose, là, vous allez voir, en fait, ce n'est pas exactement la même chose, mais ça permet une transformation du mouvement. Ce sont des systèmes qui sont irréversibles. Donc, en définissant c'est quoi une cam, là? Donc, une cam, c'est une roue, puis là, je l'ai vraiment imagé, là, qui ne tourne pas rond. Donc, c'est une roue qui a une forme particulière qui n'est pas parfaitement ronde. Et c'est pas la même chose qu'une roue qui est excentrique. Donc, c'est pas la même chose qu'une roue qui est excentrique. Je vais vous montrer, il y a des images en bas, on fera la distinction entre une cam et une roue excentrique.
Des exemples de ce mécanisme-là, dans lequel il y a une rotation à une translation. Dans une voiture, on a les... Mais là, c'est schématisé. Là. Quand on veut envoyer, encore une fois, dans les pistons, là, on a un arbre à cam qui achemine dans les différents cylindres. Donc, on a des fois des 4, des 6 cylindres pour les voitures. Donc, pour acheminer dans le bon cylindre, la cam va tourner et va pousser le piston à des moments différents pour répartir le carburant ou la réaction de combustion dans les bons cylindres. Donc, la cam, c'est la roue qui n'est pas ronde, donc la poire, là, quand on regarde le dessin de gauche. Et la tige, c'est la partie qui est noire. Donc, la cam va faire une rotation et va faire monter et descendre la tige. Donc, c'est cam et tige guidée ou cam et tige poussoir. Un exemple de ça, c'est l'arbre à cam dans les voitures. Je vais le mettre au pluriel, le mot cam, parce qu'il y en a plus qu'une. En fait, ça dépend du nombre de cylindres qu'il y a dans une voiture. On peut aussi parler des machines à coudre. Donc, pour ceux qui ont déjà vu une machine à coudre, c'est une aiguille qui va monter et qui va descendre pour venir coudre le linge. Ce qui fait monter et descendre l'aiguille, c'est une cam qui va venir, quand la partie la plus pointue, là, si je peux dire, va pousser l'aiguille vers le bas, puis quand la cam va être dans sa partie la moins pointue, l'aiguille va remonter. Donc finalement, si on prend l'exemple encore de gauche, la partie qui est la tige guidée, on pourrait remplacer ça par l'aiguille. Donc quand la cam va tourner, l'aiguille va monter et va descendre au fur et à mesure de la rotation de la cam. Si je prends la soupape, l'exemple de la soupape, donc ça c'est dans une voiture. Le galet, ce que c'est une petite roue, donc on l'a déjà vu. Donc oui, c'est roue sur roue, donc il y aura une rotation là. Par contre, le galet est solidaire et fixé. Il y a une liaison avec la tige de la soupape. Donc, la soupape, elle va faire une translation. Donc, de la cam à la tige, il y a une transformation du mouvement, mais il y a un organe intermédiaire ici qui est le galet. Donc, c'est ça la distinction. Maintenant, on va revenir sur la notion d'excentrique et de cam. Donc, il faut être capable de faire la distinction entre les deux. C'est pour ça que j'ai des exemples qui sont ici. Okay? Je ne parlerai pas de cam et levier en rotation. Là. Je veux vraiment parler de cam et de la tige qui est en translation. Et là, on va voir la différence entre une excentrique et une cam. Prenons à partir de la gauche là, la troisième cam. Okay? Donc, si je vais les numéroter, 1, si je les numérote, 2, 3 et 4. Donc, la troisième, c'est une cam, mais elle n'est pas excentrique. Ce que ça veut dire, c'est que si je dessinais un cercle, imaginons que c'est un cercle parfait, donc une roue, le pivot, donc le point d'attache, est au centre de la roue. À ce moment-là, on va dire que ce n'est pas une excentrique, donc c'est une cam. Si on compare avec la numéro 2, si je fais la même chose, donc j'essaie de faire une roue, on voit que le pivot n'est pas au centre. Donc ici, le numéro 2, c'est une excentrique. Okay? Donc c'est une cam parce qu'elle n'est pas ronde, mais c'est une cam excentrique parce que le point d'attache n'est pas au centre. Le numéro 1, c'est une roue, mais c'est une roue excentrique parce que le point d'attache n'est pas au centre. Donc ça aussi, c'est excentrique. Donc le numéro 3, c'est juste une cam. Le numéro 2, c'est une cam excentrique. Et le numéro 4, c'est une cam parce que ça ne tourne pas rond, donc ça n'a pas une forme ronde, mais ce n'est pas excentrique parce que si on faisait une roue parfaite, le point de pivot est au centre. Donc, c'est une cam, mais elle n'est pas excentrique. Donc, je résume ça. Là. Pour savoir si c'est excentrique ou pas, on doit se référer au point d'attache, au point de pivot. Si le point d'attache est complètement au centre de la roue qu'on est capable de dessiner, ce n'est pas une excentrique. Si le point d'attache, le point de pivot, s'en va vers l'extrémité, vers l'extérieur de la roue, à ce moment-là, on va parler d'excentrique. Une cam, c'est n'importe quelle pièce qui fait une rotation qui n'est pas un rond parfait. Okay? À ce moment-là, on parle d'une cam. Donc, c'est la distinction qu'on voulait faire entre les deux. Donc, ici, j'ai d'autres exemples là, de choses qu'on a déjà nommées puis des choses qui sont peut-être nouvelles. Donc, pignon et crémaillère, on en a parlé.
Manivelle et coulisses, on n'en a pas parlé. Donc, manivelle, c'est une partie qui fait la rotation. Donc, la manivelle, elle est ici. Le point d'attache, je vais le faire en bleu, est ici en bas. Donc, ça fait une rotation. Et la coulisse, elle, va se déplacer en translation au fur et à mesure que la manivelle, elle va faire sa rotation. Vis et crémaillère, ça, on ne l'a pas vu. On a vu pignon et crémaillère, on a vu vis sans fin et roue dentée, mais on peut combiner crémaillère et vis sans fin. Donc, la crémaillère va faire sa rotation qui va entraîner la translation de la crémaillère. Bielle manivelle, on en a parlé. Les cames, on en a parlé. Et vis et écrou, je vous ai dit qu'il y avait 4 types. Donc, ici, vous avez les 4 types. Vous remarquerez que dans les types 1 et 2, on voit qu'il y a des mouvements hélicoïdaux de possibles par rapport à la vis, alors que dans les types 3 et 4, c'est seulement que de la rotation et de la translation. Je ne serai pas pointilleux là-dessus, mais il faut juste être capable d'analyser les mouvements possibles dans les différents systèmes. Manivelle et coulisses qu'on a ici, ça se répète en bas, c'est peut-être un petit peu plus clair. Donc la manivelle, là, il y a vraiment une place où est-ce qu'on peut venir poser notre main ici et actionner la manivelle pour la mettre en rotation. La coulisse, c'est la partie qui est ici, là, je fais des X, là, qui va se déplacer en translation, donc transformation du mouvement. Donc ça conclut mes vidéos en lien avec les notions de techno. Il y aura d'autres vidéos dans lesquelles là, on va mélanger tout ça. Puis on va analyser des objets. Donc, on va faire des analyses technologiques en mélangeant tout ce qu'on a vu en techno, puis on va inclure là-dedans ce qu'on a vu en électricité. Avec le passé, les idées changent, on cherche encore, la science avance, le temps s'écoule, la science éclaire, chaque modèle devient plus clair. Dalton voit